Notre dernier rendez-vous de ce congrès, une table ronde qui va nous permettre de cerner ce qu'est, ce que serait un système éducatif vertueux. Et pour ce faire, eh bien, je rejoins immédiatement nos 4 participants. Merci beaucoup à vous 4 d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Alors parmi vous, il y a 3 membres de la commission congrès du SNEL. Sophie Martinez, chef d'établissement au sein de l'Institut familial à Montauban. Véronique Blondeau, vous avez été notamment chef d'établissement à Paris et vous accompagnez aujourd'hui les tutelles et vos collègues chefs d'établissement. Arnaud Patural, vice-président du SNEL, responsable de la commission congrès et chef d'établissement, toujours à l'Institut Sainte-Marie à Bourges. Alors je précise que les 2 autres membres de la commission congrès, Sandrine Bathilde et Caroline Isoard, ne sont pas loin et qu'elles continueront de recueillir vos réactions et vos questions sur Twitter, #SNEL 2022 ou bien par SMS au 07 49 12 69 29. Cette fois-ci, d'ailleurs, on va prendre, pour une plus grande interactivité, on prendra les questions, les réactions au fur et à mesure de la table ronde. Alors, pour répondre à vos questions qui ne manqueront pas d'être nombreuses, nous avons donc un 4e participant en la personne de Francis Brown. Merci à vous d'être venu du Québec. Vous dirigez les partenariats internationaux au sein de la Fédération des cégep, les collèges d'enseignement général et professionnel. Merci d'avoir traversé l'Atlantique pour prendre part à ce débat. Alors, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que c'est qu'un cégep, un collège d'enseignement général et professionnel ? Oui, alors merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. En fait, cégep, effectivement, on dépasse l'acronyme parce qu'on ne peut pas saisir tout le concept de ce que c'est que le cégep. Donc, c'est une particularité québécoise au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, c'est un réseau de 48 établissements publics d'enseignement supérieur qui offrent 141 filières de formation, en fait, sur 2 voies principales, donc la voie préuniversitaire de préparation à l'université, où si on veut assurer la formation générale de base en enseignement supérieur, et ensuite le volet de formation technique supérieure, et dans lesquels on peut retrouver, peut-être pour mieux saisir ce concept, 4 piliers, donc l'accessibilité à l'enseignement supérieur, la réussite des étudiants, la pertinence des programmes avec les débouchés, que ce soit l'université ou encore le marché du travail, et finalement l'autonomie, je crois, concept largement discuté aujourd'hui. Et donc, je suis un adolescent, grand ado, je veux aller à l'université, il faut que je passe par un cégep ? Le cégep est un parcours obligatoire pour accéder à l'université chez nous. Oui. D'accord. Alors j'ai envie d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Un système vertueux, ce serait quoi ? Enfin, c'est quoi une vertu en termes d'éducation, Francis Brown ? Vertueux inscrit dans son milieu, peut-être. Donc, une perspective nécessairement nationale, parce qu'on parle de développement, d'éducation, de futur des jeunes, de la société, mais inscrit également localement dans les défis, en ayant certains maillages, certains mécanismes établis de maillage en termes de, par exemple, d'établissement de formation, d'évaluation des curriculums. Je crois que ça serait... et le milieu, ça peut être le secteur privé, le secteur public, le secteur communautaire. Donc, en fait, l'ensemble des acteurs doivent trouver une certaine place. Et alors, la question qui tue, est-ce que le modèle québécois, c'est un système vertueux ? Bon, alors on dit prêcher pour sa paroisse. En fait, on dirait oui, parce que l'idée politique derrière la création des cégeps n'était pas d'aller copier des modèles, par exemple, nord-américains ou européens, mais plutôt de dire, bon, quels sont les systèmes qui fonctionnent bien, et chez nous, comment on peut s'en inspirer? Donc, on peut juger que c'est vertueux dans la mesure où l'évaluation de programme compte sur la voie des entreprises, on consulte les organismes publics, etc. Pas seulement sur un terme comment je veux dire, de contrôle, de surveillance, mais bel et bien pour comprendre l'effet des programmes. Et en ce sens-là, on dit que le cégep doit être la chose de son milieu. Alors, Arnaud Patural, même question, difficile d'y répondre en quelques mots, et c'est pourtant... la tâche que je vous confie. Est-ce que le système français est vertueux? Quelles seraient ses vertus? Quelles vertus lui manqueraient?
Oui, ça a été la question que... Oui, c'est la cause de vos insomnies en ce moment, c'est ça? Non, quand même pas. Mais depuis 2 ans, finalement. Ah bon, ça va. Je suis rassuré, c'est pas de ma faute, alors. Peut-être redéfinir ce concept de vertu, parce qu'on n'est pas dans une dimension morale, bien évidemment, mais plutôt de ce qui est édifiant, ce qui permet à l'enfant que nous accueillons de grandir dans sa globalité, de réussir. Donc c'est d'abord se redire les 3, je dis 3, peut-être plus, mais les 3 grands buts de l'école par rapport à l'enfant: le développement de la connaissance, de l'intelligence, du savoir, le développement de l'esprit critique et le dépassement de son intérêt particulier pour la recherche d'un bien commun. Tout ça pour permettre la construction de la personne, on le sait, dans notre anthropologie chrétienne. Donc, sans noircir le tableau, pour répondre plus précisément à votre question, Denis, notre société ne se caractérise pas particulièrement par un optimisme exacerbé. Est-ce que notre jeunesse française est heureuse? Je ne peux pas répondre de manière affirmative comme cela spontanément. Est-ce que notre société, notre jeunesse en particulier, se caractérise également par une confiance en soi, par un sens du discernement, par un altruisme? On voit beaucoup, et ça doit nous interroger. Deux choses nous interrogent dans la société. C'est aujourd'hui quand même la montée parfois de l'obscurantisme, de l'irrationalisme, du complétisme, de l'individualisme, donc qui nous interroge parce que c'est peut-être un échec de l'école. Et on le prend parfois en pleine face. Et les comparatifs internationaux qui ne sont pas toujours favorables. Donc j'ai aujourd'hui, pour répondre directement à la question, du mal quand même à reconnaître une très très grande efficience du système éducatif français. Alors, on a dit quelques mots du système québécois, du système français, mais le monde est grand, comme Philippe Delorme me l'a rappelé tout à l'heure. Cette fois-ci, on va essayer de voyager encore plus loin. On va découvrir une vidéo qui nous montre un petit peu la diversité des systèmes éducatifs que compare l'étude PISA, vous le savez. Donc c'est l'objet de cette première vidéo que nous découvrons ensemble. L'OCDE, sur la base d'enquêtes internationales, publie régulièrement un classement des performances des systèmes éducatifs de 79 pays. We don't fully understand why are we doing so well. PISA en est l'illustration la plus connue. Parfois attendue, souvent redoutée. This was a huge shock that we were not in top because we often see ourselves as the masters of the world. And it's an assessment of 15-year-olds, and it's an assessment of their capacity to apply knowledge in the real world. So it's not a curriculum assessment, it's an attempt to get at the idea that we learn things in order to change the world. They started about 20, 25 years ago. They've been subject to a lot of rigorous methodological criticism by statisticians, and in response to that, OECD has improved their quality a lot. So I think they are valid, I think they are important to pay attention to. Ce sont des pays asiatiques qui occupent les 7 premières places du classement pour ce qui concerne les mathématiques. Ils sont suivis par 5 nations européennes, dont l'Estonie. La Chine occupe toujours le haut du tableau dans l'évaluation PISA, et la dernière étude montre que Shanghai affiche les meilleures performances des 65 pays pris en compte, mais aussi accroît son avance. Au collège Tsingyun, sélectionné pour participer aux 2 dernières études PISA, on affiche des résultats supérieurs à la moyenne du district. Sur les 10 cours que les élèves suivent ici, seuls le langage, l'anglais, la science et les maths sont considérés comme des disciplines majeures. Première raison de ce succès, le temps consacré aux apprentissages. Habituellement, je vais à l'école pour 7h15 et je finis les cours au plus tôt à 18h, mais parfois on peut finir plus tard. Une fois à la maison, je passe encore plus de 2 heures à réviser mes cours. Les disciplines les plus importantes font également l'objet de coefficients plus élevés aux examens. Le fait de donner la priorité à certaines matières explique en partie les bons résultats de ces collégiens au test PISA, concentrés en grande partie sur celle-ci. Certaines comparaisons n'ont pas de sens avec les données de l'enquête PISA, notamment comparer les pays de l'OCDE avec les pays qui ne sont pas de l'OCDE, ce qu'on appelle les pays partenaires. Pour une raison simple, c'est que PISA ne teste que les élèves
les élèves, donc inscrits, scolarisés à l'âge de 15 ans. Donc si on pense par exemple au Vietnam, on a quelque chose comme un quart des élèves qui ne sont pas à 15 ans scolarisés, et certains ont déjà quitté l'école. Donc ça n'a pas de sens de comparer les résultats des élèves de ces pays avec ceux de l'OCDE. Après, dans les pays de l'OCDE, il faut veiller effectivement à ces différences institutionnelles, mais c'est en même temps l'intérêt des enquêtes PISA de dire mais alors pourquoi on observe que les têtes de classe sont équivalentes en France et en Finlande, mais le bas de la distribution est plutôt plus en difficulté. Voilà, ça nous amène à nous poser les bonnes questions. Of course, it's a good idea to constantly make sure that we don't fall back and just think we are the best if we are not the best. But at the same time, this comparison game is not very fruitful. And what has happened in Denmark is that the international benchmark systems have made it difficult to remain stable. So it has led to a lot of reforms. So it's in this way it's not very good for the Danish school. Well, when you talk about PISA results, of course there are two levels. There's the political level, which is also international, and then there's the educational level. If I start with the educational one, I would say that the decline in the PISA results has really not affected our schools. If we think of the political part that considers Finland and the declining PISA results, there is a discussion. It may be that these leading administrators have, for example, started pushing for positive discrimination money, which means that those schools that are in areas that are not doing so well socially, for example, would benefit from some extra funds in order to hire more staff to support the school day. Il y a des pays dans lesquels, effectivement, ces comparaisons ont eu un effet. En France, je pense qu'on est malheureusement dans une situation différente qui est celle de s'emparer des PISA pour justifier n'importe quelle réforme. Comme en France, il y a beaucoup d'inégalités sociales comme le montre PISA, on va réformer la formation des enseignants, on va réformer l'évaluation des établissements, mais il n'y a pas de lien direct entre ces résultats et ce qu'on essaye de faire. Et surtout, on ne se dote pas d'objectifs très clairs qu'on va pouvoir mesurer. Et donc, on vient à constater régulièrement des résultats très, très réguliers, assez négatifs. Même si on justifie les politiques par PISA, ça ne veut pas dire véritablement que ces politiques répondent à cela de façon directe. Donc ça, c'est très problématique. Souvent, ce qu'on retient de l'enquête PISA, essentiellement dans la presse, c'est les palmarès, les classements des pays. Or, c'est sans doute la dimension la plus fragile de ces enquêtes parce que ces classements, ils sont affectés d'une très grande marge d'incertitude, d'erreur. Après, ce qui est le plus intéressant, c'est effectivement de regarder tout ce qu'il y a par ailleurs, et notamment à l'intérieur des pays, de pouvoir regarder effectivement les corrélations entre l'origine sociale, le niveau des élèves, les questionnaires complémentaires, les questionnaires de contexte que les élèves doivent remplir, par exemple sur leur rapport à l'enseignement, sur l'accompagnement familial dont ils bénéficient pour leurs études. Et c'est toutes ces dimensions pour lesquelles le PISA donne énormément d'informations. Et je pense que c'est là qu'il faut aller regarder davantage que dans les palmarès des journaux. Alors Francis Brand, est-ce que les comparaisons internationales comme PISA jouent un rôle d'aiguillon ou est-ce que chez vous au Québec c'est un peu comme au Danemark où elles auraient une forme d'effet dépressif parce que voilà, on se dirait il faut tout bouger, une sorte d'insécurité perpétuelle? C'est difficile d'être dépressif quand on fait bien au PISA. Voilà, je vous tendais la perche. Je savais que vous alliez vous vanter encore. Bah oui, mais là... Vous êtes là pour ça, on veut faire venir pour scène, hein. Donc, en fait, c'est certain, nous, PISA, c'est un indicateur, c'est intéressant à regarder, mais moins dans le terme de classement, qui est récupéré par, disons, le volet politique, bien évidemment. Bon, si on considère le Québec comme un pays, chose qu'on s'amuse à faire de façon cyclique, en fait, en mathématiques, on arrive 3e, en lecture, 5e. Donc ça, c'est très intéressant. Mais nous, notre problématique n'est pas au niveau de PISA, au niveau des résultats. C'est, par exemple, nous, notre problème, c'est le décrochage au niveau de la fin du secondaire et ensuite le décrochage qu'on peut voir chez les étudiants québécois au niveau cégep. Donc pour nous, c'est bien, on fait les manchettes, on le dit à quel point c'est bien, mais ça n'oriente pas les réformes de par le fait que nos priorités sont ailleurs. Arnaud Patural, alors il y a un pays voisin, l'Allemagne, pour ne pas le citer, qui en 2001
a découvert avec horreur ces très mauvais résultats dans l'étude PISA, et on a parlé de PISA choc PISA, qui a conduit à d'importantes réformes et qui a aidé l'Allemagne à redresser la barre, même si elle n'est pas nécessairement parmi les pays les mieux classés. Est-ce qu'en France, on a pris la mesure de l'enjeu en observant édition après édition des résultats assez moyens, et on est quand même plutôt champion des inégalités scolaires? Alors, en tant que chef d'établissement, je ne scrute pas, et demain, je ne vais pas arriver en salle des professeurs en leur apportant le rapport PISA. Il faudra attendre 2023, décembre 2023 pour l'édition de cette année. Le prochain 2023, en effet. Donc, même peut-être au contraire, dire que finalement, notre système, même si Antonio Novoa n'aime pas bien le concept, marche ou fonctionne tant bien que mal, parce que nous avons des équipes formidables. À un moment donné, il faut le dire, et c'était toute la réflexion de la Commission, c'est que le système est aussi peu vertueux que, alors même qu'il y a des équipes, qu'il y a un vivier d'enseignants qui, n'étant pas valorisés, peu reconnus, sont de vrais professionnels. Ça permet quand même de réussir tant bien que mal. Donc, en tant que chef d'établissement, je ne vais pas scruter et attendre vivement le rapport PISA 2023. Mais en tant que membre de la Commission, adhérent au SNEL, dans cette vision politique, oui, nous pouvons quand même espérer que ça soit un choc, un détonateur, pour que l'on puisse vraiment réfléchir à de nouveaux modes de gouvernance que l'on peut espérer enfin en France. Alors, on a l'habitude de parler de PISA, mais on pourrait aussi dire qu'il y a plein d'études nationales, notamment CEDRE, qui montrent que nos élèves ne sont pas nécessairement au niveau non plus. Donc, on est quand même... on pourrait, sans se comparer aux autres, aussi se dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Malgré tout, PISA, puisqu'on vient de voir cette vidéo, est-ce qu'on pourrait s'appuyer dessus pour transformer le système? Antonio Novoa disait finalement, il existe plein de choses un peu partout. Il suffirait d'aller les observer. On a l'impression en France qu'on va inciter à l'innovation, mais chacun repart de zéro, alors que peut-être dans l'école voisine ou de l'autre côté de la frontière, d'autres ont déjà expérimenté, analysé. Antonio Novoa nous a vraiment interpellés, et c'est vrai qu'on aurait tendance à recréer toujours ex nihilo. Or, tous les chefs d'établissement ici dans la salle le savent. On ne crée jamais ex nihilo. Ce sont les partages d'expériences, et le congrès aujourd'hui est un moment clé pour cela, pour les adhérents du SNEL, parce qu'on prend des idées chez les autres et on les développe, on les intériorise, on les actualise pour être adaptés à nos établissements. C'est pareil pour les systèmes éducatifs. Bien sûr que notre ambition dans la commission congrès depuis 1 an et demi, ce n'était pas de trouver le système idéal, mais c'était à partir de ce comparatif, de ces regards croisés internationaux, de pouvoir essayer de voir ce qui fonctionne davantage et d'essayer de trouver les bonnes pratiques. Mais ce qu'on voit avec PISA, c'est que on ne va pas analyser, évaluer les compétences académiques des jeunes de 15 ans, on va s'intéresser à ce que l'OCDE appelle la littératie, c'est-à-dire on va essayer de voir comment on est capable ou non de mobiliser des connaissances, des compétences dans la vie de tous les jours et dans la vie professionnelle future. Est-ce que la conception même des évaluations PISA n'est pas un facteur de transformation de notre système, Arnaud Paturel? Je ne sais pas si tous les congressistes ont eu la curiosité, mais je trouve une démarche intéressante d'aller voir vraiment les questionnaires PISA. Ils sont vraiment intéressants. On aurait tendance quand même en France de dire si on a de mauvais résultats, c'est parce que les enquêtes ne correspondent pas à notre système, à notre mode de culture. Alors que les enquêtes essayent de révéler vraiment, d'une manière assez pratique, ce qui permet à un enfant devenant adulte à réussir sa vie d'homme. Or, oui, si on utilise ces enquêtes sans
sans peur, sans appréhension, on peut peut-être les utiliser intelligemment aussi pour cette transformation souhaitée. Francis Brown. Oui, je vais revenir sur cette utilisation des classements, parce qu'effectivement, premièrement, il faut évacuer le volet politique, donc c'est-à-dire un peu la comparaison avec les autres pour regarder plus en profondeur cette enquête-là. Et chez nous, ça s'est traduit en 2015 par un appel au boycott des directeurs d'école sur le PISA, parce qu'au même moment, notre gouvernement procédait à des compressions majeures dans le réseau de l'éducation. Donc, disait, on sait qu'on va bien performer au PISA, donc on boycotte parce qu'on ne veut pas que le gouvernement le récupère pour continuer les compressions dans les services, dans l'embauche d'enseignants, etc., en disant on ne peut pas utiliser ce vecteur international pour justifier ce qui est en train de se passer. Donc, il faut être très, très prudent dans l'interprétation qu'on peut en faire. Il faut un peu enlever la question comparative pour y aller plus sur les résultats des élèves, sur, oui, la littératie dans les compétences précisément évaluées, mais plus encore sur le bonheur à l'école, sur l'accompagnement, certains éléments qu'un des intervenants du vidéo mentionnait. C'est intéressant parce qu'en France, certains, dans le premier degré, on a des évaluations et certains professeurs n'ont pas envie de les faire passer, notamment parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être évaluer eux-mêmes à travers les évaluations de leurs élèves et que peut-être ils ne seront pas aussi performants qu'ils aimeraient l'être. Alors je vous propose que l'on reparte en voyage, cap sur la Scandinavie, avec un retour en Finlande pour un rappel historique. In the 1970s, we took a huge reform of comprehensive education. We actually did have a dual system with the grammar schools and basic schools prior to that, and you had to apply for a grammar school. So basically the age cohorts were divided already at age 10 to 11, which reflects pretty much to the Dutch system at the moment, for example. The other thing was that this also had an impact on the future. So that would cause basically dead ends in the old system. That if you took the basic education way instead of the grammar school system, you would actually not end up in the university, for example. This was something that was abolished in the 1970s intentionally. In the 1980s, when we had a comprehensive school, it still included a tracking system. So we had different tracks. For example, children in mathematics, you would have sort of the short course and the long course, and these were basically tracking the children to different educational paths. What we found out was that these tracks were strongly related to the socioeconomic background of these children. So basically, boys from working class backgrounds were overrepresented in the short mathematics, for example. This was abolished in the 1980s as well. So we tried to actually create a uniform system where all children from everywhere, all sorts of backgrounds, would actually go to same classes in same schools. So we were applying a strong carte scolaire. We had a system of going to the local school all around the country. Now then, when we came to 1990s, there was, in the society, there was a huge depression, which also led to big cuts in the public spending. So basically, this meant that a lot of money was derived from education in the 1990s. This would, of course, mean, for example, bigger groups of pupils per teacher. This would mean also maybe less materials or not as new materials, and so on and so forth, as it would basically anywhere where you cut from education. Then, simultaneously during this time, as I said, there was a discussion about reforming the comprehensive school, which was considered as very not up to date and old school and so forth. And that was something that PISA basically destroyed, because we found out all of a sudden that actually we're doing pretty well when compared internationally. So these reforms were basically just stopped and not even discussed after that too much. And after that, we've been, in the 2000s, we've been basically developing the school from within. And at the moment, I think one of the biggest things is sort of adjusting the school to the surrounding society, which has maybe changed quite a lot, actually, during the past 20 years. Alors, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est que finalement, il y a de l'espoir. La Finlande partait de très loin avant de devenir l'une des championnes du classement
PISA. Et moi, il y a une phrase que je retiens quand même, c'est, je crois, la dernière phrase. Une des priorités a été d'adapter l'école à la société environnante. Francis Brown, est-ce que c'est cet objectif qui a conduit à la création des cégeps en 1967 ? En partie, ou du moins qui faisait partie des recommandations de, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cégep comme étant la chose de son milieu. Mais nous aussi, on partait de très loin dans les années 60. Donc, c'était une volonté politique de réformer le système et de partir de tout revoir, en fait. Donc, c'est une commission d'enquête qui a duré 5 ans. Parce qu'on on réalisait qu'avant d'arriver à l'approche par compétence qu'on a, on avait l'approche par confession. Donc, en fait, après le primaire, c'était un peu anarchique. Il y avait un système privé, confessionnel, public, et là, on a voulu uniformiser ce système-là, et on avait un grave problème de sous-scolarisation des francophones. Et le mandat des cégeps n'était pas de reprendre, de séparer les branches, par exemple, la formation technique à celle de formation générale de niveau universitaire, mais plutôt d'en faire un continuum, justement pour assurer qu'on ne réduise pas les techniciens à leur fonction de travail, mais plutôt comme citoyens, et ainsi participer un peu plus largement, si on veut, socialement. Alors, une société environnante, elle est amenée à bouger, à changer, à se transformer. Ça veut dire qu'un système éducatif en phase avec les besoins de la société, il est obligé, lui aussi, de se renouveler tous les 5 ans, de repenser ses assises. On n'a pas fait ça aux 5 ans. On n'a pas eu le syndrome syndrome de la réformette, si je peux dire. On a mené une réforme majeure en 1993 qui a visé à serrer la vis un peu au niveau de la gestion, tout en augmentant l'autonomie de gestion de programmes pour les enseignants, parce que c'est les enseignants qui définissent les programmes, et l'autonomie d'évaluation des programmes également, introduisant les mécanismes où les secteurs environnants participent en disant, bon, quand on élabore un programme, quand on l'évalue, est-ce qu'il répond? Est-ce que les gens qui sont maintenant chez moi employés répondent adéquatement à leurs fonctions, que ce soit au niveau social ou économique ou autre? Alors, vous avez prononcé quelques mots qui sont peut-être passés inaperçus ou pas du tout. Ce sont les enseignants qui définissent les programmes. Vous pouvez nous dire en une phrase ce que ça signifie? En une phrase? Ou en 2? Ou en 3? Alors, les enseignants, il y a des cursus qui sont établis, ou une liste de compétences à atteindre pour les jeunes, en fait, qui sont établis, qui sont autorisés par le ministère, parce qu'il faut bien sûr le consulter, mais quand on élabore un programme, ce sont les départements, donc les équipes de professeurs qui travaillent ensemble dans l'élaboration des programmes, qui font la proposition ensuite au gouvernement. Et il y a tout un mécanisme de consultation qui se fait auprès des établissements, auprès des entreprises. Et ce ne sont pas les professeurs qui établissent dans chaque établissement le programme qu'ils vont suivre. Si vous prenez, par exemple, un programme en génie mécanique, par exemple, il ne sera pas le même d'un cégep à l'autre. La finalité est la même, mais l'ordonnancement des compétences, la création, par exemple, le parcours sur 3 années ne sera pas identique. Sinon, nous n'aurions qu'un seul cégep. Véronique Blondeau, est-ce que l'école française est adaptée? Est-ce qu'elle est inadaptée aux besoins de la société environnante? Toutes les discussions qu'on a eues depuis 2 ans pour préparer ce congrès ont montré que l'école n'était pas adaptée aux besoins. On a beaucoup entendu parler de créativité, de travail collaboratif, de l'usage des outils numériques, mais dans quels objectifs, ça a été abordé pas mal. On a eu, et j'espère que vous avez eu les réponses que vous attendiez, mais c'est vrai qu'une chose qui nous est apparue, si je peux résumer en quelques mots ces heures de discussion qui ont été partagées par la Commission, c'est que la société n'aime pas son école, la société n'aime pas ses enseignants, la société n'a pas confiance dans ce que nous faisons. Ah, si vous dites ça, la pénurie des enseignants, elle n'est pas terminée. Hein. Ah, mais moi, ça m'est égal, je vous dis ce que l'on ressent. Ça ne changera pas, mes mots ne changeront pas le fait que, oui, c'est vrai, mais s'il y a une pénurie des enseignants, c'est peut-être aussi parce qu'on a parlé de reconnaissance, de valorisation, mais surtout, qui a confiance dans le travail de nos écoles? Alors, bien sûr, des parents inscrivent leurs enfants dans nos écoles. Ils espèrent quoi? Des résultats? Ils se basent sur quoi? Une réputation? Certainement pas sur le travail des équipes. Ce que l'on entend, quelques mots juste sur PISA pour revenir sur le fait que PISA, qu'est-ce qu'on entend? Dans les médias, on entend des classements. À quel moment, qui parle dans les médias du travail des équipes?
qui parle du trajet qui a été accompli entre le début et la fin de l'année avec certains élèves, pardon, et avec tous les élèves, mais pour la réussite de chacun. Personne. C'est peut-être pas à l'occasion de PISA qu'on peut aborder ça. Arnaud Patural. C'est dommage. Non, c'est-à-dire, soit PISA, ce que je voulais dire, c'est, je fais un peu de corporatisme, je me fais la défense de mes collègues journalistes. C'est peut-être pas ce qui est au cœur de PISA, en fait, mais par ailleurs, effectivement, les médias gagneraient à mettre davantage en valeur ce qui se fait de positif dans vos établissements. Comme l'a dit Serge Effès tout à l'heure en disant les élèves, on mesure le travail des élèves sur leurs échecs. C'est exactement ce que vous faites, messieurs, mesdames, les journalistes. Bon. Merci. Me voilà rhabillé. Je ne suis pas venu pour rien à Marseille. J'aime bien. Bon, Arnaud Patural. Donc c'était le côté mesuré de notre commission. Qu'est-ce qui manque, en quelques mots, qu'est-ce qui manque à l'école française pour être adaptée aux besoins de la société ? Une révolution ou une contre-révolution, je laisse les historiens disserter là-dessus. Il faut que le concept d'école de la confiance ne soit pas qu'un simple outil de communication. Pas qu'un slogan. Un slogan. Faire confiance, c'est donner de l'autonomie. C'est laisser les hommes de terrain prendre les décisions. Alors, Francis vient de le dire, on doit être capable de trouver les bonnes pratiques et d'essayer de les insuffler dans notre système en France. C'est pas possible que la rue de Grenelle continue de définir ce qu'est le programme avec son curriculum, avec sa progression. Donc, quand Francis nous dit qu'au Québec, il y a cette intelligence pour penser les finalités, oui, c'est ce que nous demandons. L'autonomie, hier, ça a été dit de manière très précise, on ne confond pas, et on a eu de grandes discussions là, on ne confond pas l'autonomie et l'indépendance. Le pendant de l'autonomie que nous souhaitons et que nous réclamons, c'est l'évaluation, c'est l'exigence des résultats. On aura peut-être l'occasion d'en reparler après avec d'autres vidéos. Je vous propose de regarder justement une vidéo qui nous emmène en Grande-Bretagne, en Angleterre, à la rencontre d'un ancien ministre qui se nomme Jim Knight, qui est travailliste et qui nous interpelle ici sur les finalités de l'école en tranchant clairement une question qui est un peu sensible chez nous, c'est-à-dire la rivalité permanente entre les tenants des savoirs et ceux d'une approche par compétence. Regardez. I'm also in no doubt that if we move to what I'm arguing for, which is knowledge plus skills and a more rounded education, that it's probably more expensive to deliver and it's more demanding of our teaching workforce. And we have a teaching workforce that is in crisis because there aren't enough of them, but where it's quite a while since they've been trusted enough to develop their own curriculum and to be able to teach across curriculum so that people can learn some of their skills to connect different parts of the silos of the academic world, which is in the end what employers want. They don't really want specialists. They want people who have multiple specialisms and who can make linkages mentally across. And the challenge in terms of the disadvantaged is we have a system in this country, and it's the same in so many other countries, that was designed in the immediate post-war period. It was designed during an economy where maybe 5% went to university, and then maybe 15% went into specialist selective academic schools so that they could join the professions, and the rest, 80%, went and worked in factories or worked in shops and had pretty secure, reasonable standard of living in that model. Obviously, that's all gone. We have employers saying to us as education policymakers, what's going on? Yes, I need people who can read and write and add up. That's core. But I need them to be equally digitally competent, able to create and to communicate digitally. I need them strong face-to-face. They need good presentation skills. They need to work really well in teams. They need to be able to lead teams. They need enterprise. They need to know how to fail and learn from failure. We test none of those
on a tiny little table in a big hall with paper and pen. At least a third of children aren't doing well enough in school to thrive in a modern economy, which is a higher skill, it needs higher level thinking, and we cannot afford to write off children anymore. We can't afford to support them on welfare. We have to educate every single one of them to be able to succeed and to add value and make a meaningful contribution to their communities and to be empowered in their lives. And the case for change for me is incontrovertible because we are failing a third of all children. Alors, l'approche par compétence qui est vantée ici, elle n'a pas vraiment bonne presse en France. Pourquoi, Sophie Martinez? Je crois que c'est comme l'ensemble des concepts, on va dire, ça prend beaucoup de temps à s'installer. Et pour autant, ça paraît indispensable aujourd'hui. Alors ça s'installe, les compétences, les enseignants savent les remplir, les dossiers, savent quand même bien ce que ça signifie et l'intérêt, mais je ne suis pas certaine que tout le grand public ait compris encore cette évolution nécessaire dont parlait ce ministre. Je travaillerai sur deux côtés. D'un côté, la confiance avec les familles aussi. La confiance auprès des familles, c'est de leur dire qu'effectivement, notre école peut proposer un système exigeant et bienveillant. Exigeant dans le sens où on va partir des compétences des enfants, dont parlaient nos intervenants aussi ce matin, et les amener le plus loin possible dans leurs talents et les développer. Et la bienveillance par rapport à tous ces soft skills, moi je suis en premier degré, j'ai pour habitude de dire à mes familles, vos enfants que vous nous confiez, dans 20 ans, ils feront 4-5 métiers différents, qui n'existent peut-être pas aujourd'hui. Donc ils ont besoin d'acquérir toutes ces compétences ou ces soft skills pour pouvoir se développer. Actuellement, ces compétences-là, peut-être qu'elles ne sont pas encore reconnues. Je peux aussi jeter un pavé dans la mare. Donnons-nous. Est-ce que nous, chez l'établissement, nous prenons aussi le temps d'accompagner nos équipes pour dire « allez-y, foncez ». On a certains établissements, et le SNEL le met régulièrement en avant, dans les commissions, qui vont dans cette démarche-là, de vraiment travailler sur les compétences et, j'oserais dire, abolir que le système de notation. Oui, on pourrait faire peut-être un petit sondage. Levez la main. Qui, parmi vous, dans son établissement, a aboli au moins partiellement le système de notation? Ah, quand même. C'est pour ça qu'ils sont au SNEL. Oh, super. C'est pour ça qu'ils sont au SNEL. Bon, d'accord. Alors là, la prochaine fois, on fera un sondage pour savoir qui en est réellement content. Parce qu'il y a une chose est d'abolir et l'autre c'est de trouver que c'est vraiment efficace. Et que les parents surtout adhèrent. Parce que il faut que les parents et les élèves adhèrent et ne soient pas là à vous dire « Ah ben si j'ai telle compétence, enfin comment on le traduit en notes ?» Non mais bien sûr. Je vous demande le ministère d'ailleurs pour le brevet des collèges. Mais ça referme la parenthèse. Bon, je vais un peu loin quand je provoque un petit peu par rapport à la notation, parce que c'est indispensable aussi derrière pour Parcoursup et là. Mais je crois vraiment qu'il est indispensable de pouvoir travailler, œuvrer dans cette démarche-là pour accompagner au mieux nos élèves pour demain. Et aussi donner autonomie à nos enseignants, notamment dans la compétence du professeur qui est celle de l'innovation et qu'on ne leur laisse peut-être pas suffisamment exploiter. Oui, alors l'autre jour, pendant un repas avant le congrès, j'étais assis à côté d'un responsable d'ISPEC qui disait finalement aujourd'hui le métier d'enseignant c'est devenu un métier d'ingénieur, donc d'assembler les différentes pratiques, etc. Ingénieur, c'est aussi si on veut être un bon enseignant, il faut se mettre à la page et connaître vraiment les dernières recherches, etc. Je crois qu'il y a une question qui vous est destinée et qui porte sur les neurosciences. On pourrait peut-être la prendre maintenant. Les neurosciences. Pas un cadeau. Les neurosciences ne sont-elles pas une forme de réponse à la transformation de l'école ? Alors, je vois on a entendu ce matin que les neurosciences font débat. Aujourd'hui, ils ont tendance peut-être à être questionnés. Il ne faut quand même pas oublier tous les apports et tout ce que ça a pu nous permettre, favoriser en tout cas dans l'évolution de nos pratiques aussi. Je rejoindrai l'idée du millefeuille et des lasagnes. Je crois ça suffit toutes les mesurettes qui s'empilent les unes sur les autres. Je ne suis pas certaine qu'il faille rester dans le pratico-pratique, ce qu'on aurait tendance à faire. Peut-être par manque de temps, peut-être par effectivement toute cette surcharge administrative que nous avons en permanence et qui font qu'on ne prend peut-être plus le temps, c'est beaucoup de peut-être, mais est-ce qu'on se donne le temps et les moyens de réfléchir en équipe pour donner du sens et de la cohérence à ce que l'on fait, s'élever, permettre aux enseignants de prendre de la distance par rapport à tout ça,
Alors je vais faire juste à titre personnel, en tout cas dans mon établissement, je dis bien mais régulièrement en équipe, le programme, on s'en fiche. Alors, non pas dans le sens qu'il ne faut pas le faire, mais je préfère qu'ils en fassent moins et bien, et que ce qu'ils fassent ait vraiment un sens, un intérêt pour nos élèves. Est-ce que les neurosciences, ça pourrait pas être, aux grandes dames de Philippe Delorme, on ne le dit pas trop fort, parce qu'il y une piste pour un prochain congrès? C'est bien noté. Bon, alors on revient aux compétences. Les neurosciences, ça permet effectivement de savoir un peu mieux comment apprennent les élèves et comment on peut les aider à acquérir des compétences. Le mot compétence, il vient quand même de la sphère de l'entreprise et c'est peut-être de là que vient une partie de la méfiance des Français. Arnaud Patural semble méfiant à l'idée d'adapter les compétences des élèves aux besoins des entreprises, avec cette idée que peut-être ce serait transformer nos jeunes en chair à patron. Oui, là encore. Pour dire les choses un peu caricaturales. C'est la vision élitiste franco-française. Hein. Là, on a eu un très beau témoignage avec l'Allemagne, même s'il ne faut pas tout copier. S'il y a des, on n'est pas là pour copier, mais on est là, on se l'est dit, pour penser à certaines bonnes pratiques. Ce jeune apprenti qui disait, moi, alors qu'il avait fait toutes ses études en France, moi, je choisis de faire mon apprentissage en Allemagne parce qu'il y a une véritable reconnaissance du monde de l'apprentissage et de ma personne en tant qu'apprenti où je sens qu'en Allemagne, je suis considéré et que cette démarche est valorisée. Donc oui, en France, je ne sais pas si à Cuba et en France, c'est peut-être une vision un petit peu marxiste, mais il y a un problème avec l'entreprise et le travail. Alors, on ne sait pas si c'est la même chose à Cuba, mais il paraît, nous dit-on, que la grande majorité des nouveaux entrepreneurs français ont entre 20 et 25 ans. Est-ce que c'est chez vous qu'ils ont appris à devenir des... J'espère que chez nous, dans nos écoles, on ne leur fait pas un descriptif négatif du monde de l'entreprise et du monde du travail. Alors, voilà. on va prendre tout de suite, on va essayer d'accélérer parce que il y a des trains qui doivent partir à l'heure. Ça arrive. Après l'Angleterre, la Scandinavie, de nouveau, avec le Danemark, et un point sensible, là encore, l'attitude à tenir face à des enseignants qui, ça arrive rarement, mais ça peut arriver, ne sont pas exactement à la hauteur de leur mission. Regardez. In Denmark, we don't have a system of formal teacher evaluation. That said, it has become more common in Denmark to actually fire teachers on the background of poor teaching than it used to be. The reason why it has become somewhat more common to fire teachers is a turn in the role of the school principal. It used to be that being a good school principal was to keep a well-managed school more like in administrative terms. But the last 10-15 years, school principals are supposed to be closer to actually also leading, teaching, making sure that what goes on in the classroom meets professional standards. When you fire a teacher, it's of course done in close collaboration with the union. It's done according to certain principles, but it is done more frequently than it used to be 10 or 15 years ago. When a teacher is fired, it's not that it's necessarily means an exit from the teacher profession. Some teachers do certainly go out and get another job as a teacher. And for some teachers, it might be actually a way out of the teaching profession, finding a career which is more suited to their competencies. Arnaud Patural, est-ce que la liberté et l'autonomie que vous réclamez doit permettre aussi aux chefs d'établissement de recruter librement et de licencier, de se séparer d'enseignants qui ne seraient pas à la hauteur? Oui. Oui, il faut revaloriser le beau mot de la méritocratie. On ne peut pas, vous vous rendez compte qu'on n'arrive pas à reconnaître, à valoriser, à donner de la valeur à tous nos enseignants, la très grande majorité des enseignants qui le mériteraient, parce que nous sommes dans un concept, dans un refus, dans un déni de ce que pourrait être la méritocratie. Donc oui, pouvoir choisir son équipe,
pouvoir valoriser, pouvoir reconnaître, pouvoir former pour adapter s'il y a des insuffisances, voire pouvoir licencier. Nous le demandons parce que nous nous sentons responsables, c'est-à-dire qu'on a à répondre. On peut même aller jusqu'à, finalement, si nous, en tant que chef d'établissement, nous ne sommes pas capables de créer un climat favorable dans nos établissements, que les enseignants nous évaluent, mais que l'on nous donne les moyens de cette autonomie jusqu'à permettre, si on veut valoriser les très méritants, et c'est la grande majorité, pouvoir aussi, entre guillemets, sanctionner les moins méritants. Vous avez peut-être entreaperçu une question qu'on pourrait remettre, une question de la salle. Licencier, c'était la question que je vous posais d'ailleurs, pouvoir licencier des enseignants ou pas. Pour ou contre, il doit y avoir un sondeur, je pense, dans la salle. Et moi, j'aurais presque envie de vous demander de savoir, de lever le bras si vous êtes pour, par exemple, ou contre. Pour, qui serait pour? D'accord. C'est assez équilibré, finalement. C'est assez équilibré. Ça vous surprend, Arnaud? Non, mais c'est vraiment... C'est ce que disaient hier tous nos intervenants et ce matin, nous voir. L'évaluation va être nécessaire. On ne peut pas demander... On ne peut pas souhaiter, voire exiger cette autonomie dans notre responsabilité sans avoir à répondre à. Répondre de. C'est le sens de la responsabilité. Donc il est normal qu'il y ait, que ça soit d'une manière concomitante. Le SNEL souhaite rentrer dans cette démarche d'évaluation parce qu'on veut faire bouger les choses. Mais que si vous devez rendre des comptes, il faut qu'on vous permette de pouvoir diriger, d'avoir la maîtrise. Ouais. On ne peut pas être responsable sans liberté. Je comprends. On ne demande pas une liberté sans responsabilité. Alors, également. Pour ou contre, ce n'est pas la question que je vais vous poser. Est-ce qu'au Québec, on peut ou on ne peut pas, quand on est chef d'établissement, licencier un professeur qui n'est pas à la hauteur? Oui, ça se fait un peu sur le modèle dans le vidéo, en fait, avec les syndicats, etc. Mais il y a une évaluation aussi par les pairs un peu en continu qui se fait. Et les enseignants ne débarquent pas en ayant une charge complète de type CDI automatiquement. C'est de l'octroi de charge de semestre en semestre, charge d'enseignement. Et là, il y a une évaluation qui se fait. Nécessairement, des fois, les enseignants, on ne les rappelle pas. Donc, c'est avec l'établissement. Il ne faut plus que je vous interroge parce qu'on va avoir des défections en masse. Tout le monde va partir pour le Québec. On va être embêté. Ils n'ont déjà plus de profs si on n'a plus de chef d'établissement. On a des défis. Hein. On en reparlera l'année prochaine. Bon, super. On va repartir au Danemark, cette fois-ci pour voir un autre aspect de ce que permet l'autonomie, ce qu'elle permet en termes d'organisation et de pédagogie. This school we're at is different because the way it groups the kids. Children are not placed in age-based groups, so they're not in grade 1 or grade 2. They are placed in groups with the kids of different ages. So you have kids from the age of 6, 7, and 8 in groups together, and kids in groups of 9, 10, and 11 in groups together. And the reason why we do that is that there are not a normal kid. There is not the kid, like the normal kid you would expect in grade 1. Every kid is different. They are in different development stages. They have different needs. They have different passions. And we want to have the possibility of meeting the child where they are in their development. And we find that that is easier if they are in mixed groups, and then you can do flexible grouping according to the kids' needs and not according to their age. Basically, our primary idea is not that that kids should be ready for school, but rather that school should be ready for kids. So our basic principle is to be aware in the way that we group the kids, and of course also the way we teach the kids, as to which is the current need of the individual kid and of the group of children that this kid belongs to. Sophie Martinez, une telle expérience serait-elle possible en France, dans vos établissements? Mais on va enfoncer une porte ouverte encore une fois, mais ça existe déjà, notamment dans tous nos petits établissements, où nos chefs d'établissement sont à la fois enseignants et chefs d'établissement la plupart du temps. Les classes de cycle, on ne se pose pas de questions, on y va. Et du coup, c'est effectivement adapté à chacun, on prend l'enfant là où il est. Ce qui est très surprenant, pour avoir vécu les deux dans mon parcours professionnel,
c'est de voir, je dirais, l'impact et la place très forte des familles dans les établissements plus importants, hein, peut-être plus dans certains milieux de ville, on va dire, urbains, où il est très compliqué pour les familles d'accepter des classes de cycle, voire même des classes double niveau. Alors ils acceptent si l'enfant est dans le niveau en dessous, parce qu'il va être tiré vers le haut. Mais c'est très difficile de leur faire accepter l'idée que quand l'enfant est dans le niveau au-dessus, il va aussi progresser. Au contraire, il va même dépasser ses compétences. Voilà. Oui, en préparant cette table ronde, j'ai appelé Marie-Hélène Cueno, qui devait venir, mais qui ensuite a contracté le Covid et qui n'a pas pu nous rejoindre depuis le Sénégal, où elle dirige un établissement. Alors elle me disait, bon, innovation pédagogique, longtemps l'enseignement catholique en France a été un véritable laboratoire et aujourd'hui il a un petit peu perdu ces réflexes-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un constat que vous faites, Arnaud Patural? Est-ce qu'il faut investir davantage, comme le disait Philippe Delorme tout à l'heure, les espaces de liberté que laisse le contrat? Alors, il y a deux questions. Est-ce qu'aujourd'hui, moins qu'hier, on a eu un très grand élan? Il y a 20 ans, beaucoup s'en souviennent, ces assises, c'est un souffle, c'est important. À partir du moment où il y aura une confiance aux acteurs de terrain, oui, il y aura plus d'innovation, de création et d'imagination éducative. Alors, un congrès, c'est évidemment un aboutissement. On est tous soulagés d'avoir pu débattre, discuter de cette thématique. Mais on pourrait dire aussi qu'un congrès, c'est un point d'étape et un rendez-vous qui nous invite à prolonger la réflexion et à modifier nos pratiques. Arnaud Patural, quelle suite le SNEL entend-il lui donner? On pourra participer... je crois que le secrétaire général parlait tout à l'heure de cet apport de l'enseignement catholique au débat. Le SNEL veut aussi pouvoir apporter cette réflexion. Mais après, dans tous les domaines, il y a la possibilité de faire avancer des dossiers. Moi, j'en verrai deux. Il y a redéfinir les règles de recrutement et du statut d'enseignement pour attirer de nouveaux talents. Il faudrait, si l'école était dans notre société vraiment une priorité, il faudrait que les meilleurs étudiants universitaires deviennent enseignants. Il faut que l'on revalorise aussi financièrement, mais aussi dans une reconnaissance sociale, il faut que l'on puisse attirer les nouveaux talents. Et la deuxième chose, c'est associer beaucoup plus étroitement notre enseignement privé à l'élaboration de la carte de formation. Ça, c'est un point très très important que l'on veut faire avancer actuellement. Et donc ça, ce sont, j'imagine, des propositions que vous voulez faire valoir à l'approche de l'élection présidentielle. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à cette table ronde. Merci infiniment. Merci. Donc c'est le moment pour moi le plus délicat, et pour vous aussi. Hein. C'est le moment de tirer le bilan de ce congrès. Je vous l'avais promis hier, alors je vais m'y essayer et vous livrer comme ça à brûle pour point quelques pistes personnelles. Vous savez, j'ai l'habitude de citer ce penseur lisboète qui disait « Il ne suffit pas de vouloir savoir réfléchir à ce que l'on sait sans avoir le savoir de la réflexion de la... » Bref, bon, écoutez, d'une manière générale, je trouve quand même que vous en faites beaucoup. C'est vrai, pour 1 13 473 élèves, bien, je reprends vos chiffres, c'est quoi 1 million d'élèves? Ça représente quoi? Ça représente 5 établissements en Chine. Bon, hier, M. Philippe Richard nous a parlé d'enjeux de durabilité, mais il existe des solutions applicables très facilement, notamment pour freiner la consommation à l'école, celle de rendre les professeurs eux-mêmes plus durables. La retraite à 73, 75 ans même, va dans ce sens. Ne jetons plus nos professeurs avant qu'ils ne soient complètement usés. Durabilité. On a également parlé du défi
à réaliser le défi du futur, à réaliser dès maintenant un défi climatique auquel le système éducatif doit contribuer, évidemment, comme celui d'empêcher l'augmentation du climat de 2 degrés. Mais il faut moins de 10 ans pour y arriver. J'ai envie de dire, il faut même moins de 10 minutes à un prof pour aller de sa salle de cours à la chaufferie et baisser la température de la chaudière de 2 degrés. Soyez autonome, prenez-vous en main. Vous semblez vouloir toujours insister sur plus d'autonomie. 250 millions d'enfants dans le monde ne sont pas scolarisés. Se passer du système scolaire et des professeurs, n'est-ce pas là l'aboutissement ultime du principe d'autonomie? Pour l'élève, oui, pour l'élève, oui, c'est vrai. Enfin, comparaison n'est pas raison, à vouloir toujours se comparer aux autres. Les Canadiens, ils sont meilleurs que les Français, ils sont plus vertueux que les Finlandais. Non mais attendez quand même, à instaurer cette frénésie compétitive que valident toutes ces études et ces rapports, ne vaudrait-il pas mieux remplacer le système PISA par un sound system à Ibiza? Et on en revient toujours là. Et enfin, si vous voulez une piste de réflexion pour votre prochain congrès, plutôt que de vouloir miser à tout prix sur l'éducation de nos enfants, vous ne voudriez pas plutôt allonger et prolonger la durée de la scolarité pour insister sur l'éducation des adultes? Merci d'avoir réfléchi pendant 2 jours à l'éducation de nos enfants. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'il y a heureusement encore des gens qui s'échappent du tambour de la machine à laver du quotidien et de son programme essorage numérique intensif et qui essaient de contourner ces logiques ultra-libérales du temps court. Et à titre personnel, je tiens à remercier la personne qui m'a littéralement abandonné sa confiance en me laissant carte blanche, M. Arnaud Patural, avec un grand L, comme liberté. Longue vie au CNEL, au Sénil, au SNEL, je l'ai, ça y est, longue vie au SNEL. Merci. Merci beaucoup Thomas Séraphine d'avoir apporté du rire et de la légèreté tout au long de ce congrès. Un congrès qui touche à sa fin et il est temps pour moi de remercier chaleureusement le réseau Canopé pour la mise à disposition des ressources vidéo sur les systèmes éducatifs étrangers, les équipes du Palais du Pharo pour leur accueil, Rémi Carayon de la société NTIS pour l'animation du mur interactif. Vous pouvez les applaudir, sans oublier les équipes de la société Triax pour la mise en œuvre des moyens audiovisuels qui ont permis la réalisation de ce congrès. Merci bien sûr à notre réalisateur Benoît Poisson. Enfin, merci à vous tous pour votre écoute et votre participation aux échanges. Je vous souhaite un bon retour et je vous laisse entre de très bonnes mains puisque l'heure est venue d'écouter le discours de clôture. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir le président du SNEL, Vivien Joby. Merci beaucoup. Rassurez-vous, ce ne sera pas un discours de clôture, ce sera quelques mots de conclusion. Avant toute chose, je tiens à avoir une pensée aussi. J'avais adressé un courrier aux administrateurs et aux délégués académiques, mais je vous demande d'avoir une pensée en cette fin de congrès pour un ami qui nous a quittés, Gilles Durétail, qui a eu, avec nous, le plaisir d'animer 3 congrès, c'était en 2015, 2016 et 2017, et Gilles nous a quittés il y a peu de temps, pendant les vacances de Noël, des suites d'une longue maladie. Voilà. Il s'est courageusement battu, mais ça a été difficile, très difficile. Donc une pensée pour Gilles et pour sa famille. Je vais remercier, à la suite des remerciements de Denis, également toute l'équipe de préparation de ce congrès. Je crois que nous avions un congrès de bonne tenue. Il y avait une problématique qui a été parfaitement illustrée avec des intervenants de qualité et une grande diversité d'intervenants. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce congrès. Je pense qu'effectivement, nous allons repartir chez nous avec une invitation à réfléchir sur tout ce qui a été développé. Je crois que nous reparlerons aussi des suites de ce congrès, pas avec le même pilote. Il faut savoir que Arnaud, après avoir conduit maintenant 2 congrès consécutifs, va passer la main. Et je voudrais déjà commencer par le remercier, parce que pour l'avoir fait une année, préparer un congrès, c'est un travail de titan et ça demande beaucoup d'énergie.
Merci à Arnaud. Arnaud n'était pas seul, bien sûr, il a de nombreux talents, mais il ne les a pas tous, donc il était bien accompagné dans son équipe. Alors je vais essayer de les reciter sans omettre qui que ce soit. Donc Véronique Blondeau, Véronique Gliner, Sophie Martinez, Caroline Isoard, Benoît qui est en régie, donc Benoît Poisson, que nous remercions aussi pour la réalisation. Et Sandrine Bathilde, voilà, je savais bien qu'il fallait me souffler le dernier mot. Merci à toutes et à tous. Je voudrais, c'est la coutume aussi, lorsque nous arrivons à la fin du congrès, remercier toute l'équipe des services nationaux qui est toujours très très mobilisée sur à la fois la préparation, mais en même temps sur l'accueil. Vous les avez vus au stand du SNEL, ce sont les premières personnes qui vous ont accueillis. Alors je ne sais pas s'ils sont dans la salle. À commencer par notre secrétaire générale, Madame Oumer, Céline Oumer, suivie de Valérie Barbance. Je vois Chantal Pacro aussi qui descend. Chantal, c'est bien parce qu'en plus, ça nous permet de vous représenter, suivi de Mathieu Pirins, dont c'était l'anniversaire hier. Voilà. J'ai vu également, donc, il y avait Marion Millot, Marion Geoffrey, et puis Véronique Gliner. Et Oliva, oui, exactement, qui sont partis déjà par rapport au transport. Voilà. Mais au moins une partie des services nationaux, donc on peut les applaudir et applaudir leurs collègues avec eux. Je tiens également donc à remercier une nouvelle fois tous les intervenants, en particulier le secrétaire général de l'enseignement catholique qui nous a fait le plaisir ce matin de nous adresser un discours qui s'adressait à nous, qui n'était pas un discours ni convenu, ni passe-partout, mais qui était bien un discours aux adhérents du SNEL. Merci, monsieur le secrétaire général. Voilà, il est temps maintenant de vous remercier, vous, de vous inviter à regagner vos pénates, vos établissements, de retrouver, hélas, un peu, je sais bien que vous ne l'avez pas quitté, au moins par téléphone, par mail, par SMS, de retrouver la problématique qui est la nôtre aujourd'hui. Mais comme l'a dit l'excellent Thomas Sérafine, sachez ne pas rester dans le tambour de la machine à laver et ne pas vous faire essorer par le temps tyran, ce temps de crise. Bon retour à tous.